bonjour, bienvenue à notre émission Table Ronde qui aujourd'hui se concentre sur le thème de l'ISIS, phénomène qui va de plus en plus s'imposer à l'attention du public à niveau international. Pour l'occasion, on a pensé d'inviter de grands noms de la politique, de la diplomatie, de sciences et de culture socio-religieuse qui vont mener et créer un débat intéressant, voire constructif sur le thème. Donc passons immédiatement à la présentation des hôtes. À ma droite, il y a Madame Ludovica Ciancci, experte de sciences politiques de l'Université de Montpellier et autrice d'un livre sur la souveraineté au Proche-Orient. À suivre, Madame Giulia Ciancci, professeure de sciences politiques à l'Université Lateranense de Rome, qui a mené pendant 10 ans de recherche sur l'exploitation du mot djihad par rapport à la culture islamique. Je vous présente Madame Mauriello, la ministre des droits des femmes, qui a mené des études sur le rôle de la femme, donc le rôle joué par la femme à l'intérieur de la culture islamique, et donc les différentes interprétations du Coran face à la montée du phénomène ISIS. Madame Veronica Da Capiti, experte de sciences religieuses, qui a mené de recherches sur la différence entre ISIS et Al-Qaïda à partir de l'origine commune de deux mouvements terroristes. Et enfin, une occasion vraiment formidable, donc un privilège de ôter à l'intérieur de notre émission directement de Genève M. Ban Ki-moon, le secrétaire de l'ONU. Bienvenue à tous. On commence alors ce débat avec une prière, c'est-à-dire chercher à vous expliquer de façon claire et surtout respecter la limite du temps. Bon, on peut commencer avec Madame Ludovica Ciancci qui, en étant experte de sciences politiques, peut nous donner une majeure information sur le rôle de l'ISIS, donc d'où s'origine-t-il, d'où vient-il ce phénomène, donc chercher à nous expliquer le motif de sa naissance. À vous la parole. L'État islamique, appelé aussi ISIS, est une organisation armée djihadiste qui, le 29 juin 2014, a proclamé le rétablissement du califat sur les territoires irakiens et syriens qu'elle contrôle. Sa création remonte à 2006, lorsque en Irak, Al-Qaïda forme avec 5 autres groupes djihadistes les conseils consultatifs des Moudjahidines. On peut dire que l'État islamique est un mouvement particulièrement hostile aux chiites et donc son objectif est de rétablir le califat des Abbassides. Donc on peut dire un retour en arrière avec le califat, donc deux mots qui remontent au Moyen-Âge. Mais selon vous, est-ce qu'il faut avoir vraiment peur de ce mouvement? Et oui, il s'agit d'un danger qui n'est pas une simple menace, mais une déclaration de guerre contre l'Occident. Il est temps de faire face à l'ISIS. Donc, existe-t-il des solutions? Oui, il faut prendre des mesures concrètes pour arrêter cette organisation et rétablir une paix juste et protéger tous les groupes vulnérables de la société. Et en fait, une réponse insuffisante ou l'inaction totale peut mener à le risque de
le risque d'avoir, on peut dire, une chute dans un sens très négatif. Mais bon, je crois que pour comprendre mieux, il faut avant tout expliquer ce mot de djihad. Ce djihad, c'est-à-dire cette invitation à la guerre sainte, mais qui semble être mal interprétée par le groupe ISIS, qui a donné une vision personnelle à la djihad. Donc, Madame Julia Schoch, qui est professeure de sciences religieuses, donc a eu la possibilité d'étudier le phénomène, peut quand même nous expliquer l'origine, donc peut nous expliquer ce mot djihad. À vous. Le djihad est un terme arabe qui signifie exercer force. C'est une guerre sainte qui défend l'islam. Et selon le Coran, cette guerre est une guerre d'autodéfense. Au cours des siècles, cette guerre a oscillé entre deux pôles. La première version considère que les musulmans, qui ont une interprétation plus libérale de la foi, sont des infidèles. Et aussi explique pourquoi les Algériens, les Égyptiens et les Afghans sont victimes du djihad. Tout comme les Américains, les Israéliens et les Occidentaux. La deuxième version, la plus mystique, refuse la définition militaire du djihad et demande aux musulmans de se retirer du monde pour attendre une profonde spiritualité. Donc il y a une possibilité d'évolution pour cette djihad. La djihad déjà s'évolue vers une forme progressive qui est le contrôle de la colère. Et il y a aussi peu de chances que cela se produise dans un sens, dans un ensemble de baguettes magiques. Et autre, on peut dire que la route qui éloigne du terrorisme, de la conquête et du voile historique du djihad. Une autre, on peut dire que le djihad doit se purifier de toutes les actions du mal, de violence et du terrorisme. Une autre, par les terroristes qui ont donné une interprétation trompée. Récemment, il y a eu l'initiative de Pope François qui a réuni tous les chefs de différentes religions pour Chercher un dialogue. oui, et pour firmer un document avec le but d'assurer la paix contre la violence et donc contre l'ISIS. Mais bon, l'ISIS semble avoir d'autres cibles et un des cibles préférées est tout malheureusement la femme. La femme qui, à la lumière de derniers événements, par exemple le kidnapping des jeunes filles nigériennes, mais aussi le meurtrier de filles en Turquie, en Irak, semble vraiment être le cible choisi par l'ISIS. Et donc, en ayant ici la ministre des Droits des Femmes qui peut nous expliquer le rôle joué par la femme à l'intérieur de la culture arabe. En premier lieu, la femme arabe à l'islam n'avait pas aucun héritage. C'est avec l'islam que pour la première fois lui est attribué ce plan. Les droits musulmans, en outre, ne permet pas à l'époux de recourir à force en cas de soumission, car l'esprit de l'islam vise à instaurer un climat familial plein de chaleur, de sexualité et d'amour. La concertation est la base fondatrice de la cohésion dans le couple et la relation conjugale sexuelle est considérée comme valorisante, tandis que la relation charnelle extra-conjugale dévalorisante. Dans le mariage, il incombe au mari d'assurer les dépenses, l'habillement et le logement de sa femme. Si elle veut, elle peut travailler, mais le mari n'a aucun droit sur son argent. Elle peut ensuite avoir des échanges, s'engager dans le commerce et avoir des propriétés. Elle peut ensuite avoir une personnalité juridique complète. Mariée, elle reste maîtresse de son avoir. Donc en écoutant vos mots, je suis vraiment étonnée, car la réalité se heurte à l'interprétation de l'ISIS
qui ne semble pas respecter ce que vous avez dit. Donc, vous pouvez nous expliquer cette contradiction entre ce qui dit le Coran et ce qui se passe dans la réalité. Pourquoi cela? Premièrement, le Coran définit les droits et les devoirs des femmes et des hommes. Les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 jours et il ne leur est pas permis de taire ce cas-là après dans leur ventre. En second lieu, le Coran rappelle à l'homme l'importance des nombreux devoirs, comme la cohabitation totale avec l'épouse et la fidélité inviolable à son égard. Si le mari doit voyager sans sa femme, il doit lui en demander la permission, car nulle chose ne mérite une telle occupation que sa femme. En outre, l'époux est tenu légalement à satisfaire sa compagne sexuellement. C'est un devoir conjugal auquel il ne se peut pas se soustraire. Donc c'est bien évident que la femme a des droits pour le Coran, mais que l'ISIS s'impose de ne pas respecter. Et donc, on a vu l'origine de l'ISIS, donc d'où vient-il? Mais Madame Dagapiti, qui a vécu sur le territoire, donc qui a connu la population, peut nous donner des informations sur les différences entre ISIS et Al-Qaïda. Car on connaît déjà Al-Qaïda, donc qui fait référence à Ben Laden, à Saddam Hussein, mais ISIS a par contre à Al-Baghdad. Donc il y a 2 chefs de ce califat. Mais après un certain moment, il y a eu une division, donc les 2 courants se sont partagés. Et donc pouvez-vous expliquer pourquoi, le motif de cette division? Bonjour. Pour comprendre l'histoire de l'ISIS, il faut décrire 3 personnages très connus. Le premier, c'est Osama Bin Laden, connu par l'attaque aux 2 gemelles le 11 septembre 2001. Pendant longtemps, il a été le chef de Al-Qaïda. Et Al-Zarqawi, c'est le deuxième, qui a pris la place de Bin Laden après qu'il a été tué par les Américains le 2 mai 2011. Le troisième, c'est Zarqawi, qui en 2000 a décidé de former un propre groupe appelé ISIS, mais avec des objectifs différents de ceux de l'Al-Qaïda traditionnelle. Al-Qaïda est né sur l'idée de développer une sorte de légion étrangère sunnite qui aurait de défendre le territoire habité par les musulmans de l'occupation occidentale. Mais Zarqawi avait un autre projet. Il voulait originer une guerre civile très vaste et en exploitant la complexe situation religieuse de l'Irak, qui a un pays à majorité chiite mais avec une minorité sunnite. L'objectif de Zarqawi donc était de créer un califat islamique exclusivement sunnite et éliminer... Donc il y a une matrice religieuse dans le choix. Oui. Ce point aussi la stratégie de l'ISIS et il en détermine les alliances avec l'Irak. Même si le front se déplaçait entre Syrie et l'Irak. Dans un livre publié en 2004, écrit par un jadiste, expliquait la stratégie de Zarqawi, ou bien conduire une campagne de sabotage d'États musulmans pour créer un réseau de régions de violence et soumettre la population des forces islamistes occupantes. Après beaucoup d'attaques en avancée, et en 2004, Zarqawi s'approche à Al-Qaïda et appelle son groupe Al-Qaïda en Irak. Cette alliance a bien assuré d'avantages aux deux parties malgré les différences de point de vue. Par exemple, a permis à Bin Laden d'avoir une forte présence en Irak, un pays alors occupé par les forces américaines. Comme déjà vu en 2006, Zarqawi a été tué par une bombe américaine et sa place a été prise par al-Baghdadi. Donc on revient à l'ISIS, à l'actualité. Et bon, en revenant à l'actualité, on peut constater la montée de vidéos de jeunes garçons qui ont été tués de façon vraiment brutale. Et donc, avec la montée de ce vidéo, est-ce que vous pouvez expliquer le vidéo en fonction de la communication? Donc, pourquoi les terroristes ont-ils choisi ce moyen de communiquer et surtout l'impact que ce vidéo produise? Oui, bien sûr, selon mes recherches, l'ISIS peut bloquer, mais plus se faire parce qu'ils ne
doit pas comment faire ça. Tandis que par rapport au scénario international, les personnes kidnappées de l'élément sont des personnes qui ont la même chance de intercepter leur map. Dans les vidéos, dans des décapitations, les histoires, comme vous avez vu, de dominer le sang, les cris et d'utiliser ces vidéos comme un genre de violence. Voilà, donc on peut dire c'est une sorte de théâtre utilisé par l'ISIS pour frapper l'attention du public. On a touché tout le côté, c'est-à-dire le côté religieux, la partie politique, la partie donc politique même avec la ministre des droits des femmes. Mais maintenant, c'est le moment H, c'est-à-dire le moment plus important de notre émission, car on va Monsieur Ban Ki-moon, secrétaire de l'ONU, qui nous a donné le privilège d'intervenir et qui, justement, face au mouvement de l'ISIS, va nous donner des explications. Car on a assisté à la décapitation de jeunes, bien des hommes provenant de toute Europe et de tout l'Occident. Donc des Américains, des Anglais, de Français. Mais quelles sont les interventions de l'ONU? Quelles sont les stratégies? L'ONU a décidé telle d'intervenir ou encore elle est en train d'attendre? Bonjour, merci de votre invitation. Le danger représenté par ces mouvements terroristiques n'est pas sous-estimé parce que c'est une position religieuse qui menace les droits humains. C'est donc formé une alliance appelée Core Coalition à laquelle ont adhéré plusieurs États américains, asiatiques et européens, comme l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Italie, la Syrie et les États-Unis. Pour ce qui concerne la Syrie, on doit affirmer qu'elle est en train de faire le jeu entre notre alliance et l'ISIS. Pour ce qui concerne la Russie, elle n'approuve pas entièrement la mission offensive des États-Unis qui consiste à envoyer des raids aériennes sur les territoires contrôlés par les terroristes, parce que selon elle, c'est une menace. Une menace, une idée inutile, parce que les djihadistes pourraient créer des boucliers humains avec la population du pays. Et pour ce qui concerne l'Angleterre, au début, elle était contraire à cette action, mais depuis, après la décapitation des journalistes anglais, a décidé justement d'intervenir. Voilà. Et donc, je me permets de vous demander une autre chose, c'est-à-dire, dans cette dernière année, on a assisté à une intervention des États-Unis, évidemment après la chute des tours jumelles. Mais je crois qu'il s'agit d'une politique plutôt répressive, plutôt jouée du point de vue militaire, mais pas trop du point de vue social. C'est-à-dire qu'on n'a pas travaillé sur la population. On est intervenu avec le roquette, avec le bombardement, mais la population, donc la société, a-t-elle changé? Selon moi, à mon avis, je crois que non. Donc, selon vous, l'ONU s'est trompée. Il y a eu une erreur de la part de l'ONU. Comme c'est déjà passé en 2001 avec la chute des tours jumelles, les États ont décidé d'intervenir avec les forces armées pour détruire le terrorisme dans les pays. Et comme Obama a déjà déclaré, pour répondre aux attaques terroristes, on a utilisé des méthodes qui ne respectent pas les droits humains. Et un autre, il a déclaré que la CIA, avant son charge de président, a torturé des personnes seulement suspectées de terrorisme.
que cela est vraiment stupéfiant car le président Obama va accuser la CIA, donc une organisation, on peut dire américaine. Donc il y a eu un coup de théâtre véritable. Donc je remercie vraiment beaucoup M. Ban Ki-moon d'avoir pris parti à notre émission et avec le salut de M. Ban Ki-moon, je vous donne rendez-vous à demain à 8h sur Télé-France 2 avec Table Ronde qui demain va affronter la thématique de mariage homosexuel. Donc toujours l'information au premier lieu avec Télé-France 2 avec Table Ronde. Je vous remercie et je vous salue.